Alors, installez-vous, allons-y. Le sujet, le thème de ce débat, d'abord, évidemment, il est directement connecté à l'exposition que j'espère vous avez tous vu avec ces films, je dirais, issus de reportages dans plusieurs villes du monde, sous la direction de Youssef Tomé, qui est avec nous, et qui montre cette diversité de fonctionnement des espaces publics dans de nombreuses villes du monde, qui nous aident à relativiser certaines choses. On a bien vu hier, notamment, avant-hier, quand tu nous as fait visiter, Youssef, cette exposition, que la notion de voie réservée pour les bus à Beyrouth, elle est parfois particulière. On voit le bus qui, dans un encombrement, dans un embouteillage, monte sur le trottoir pour passer sur le côté. Donc, bon... Alors, l'idée n'est pas de faire de la relativité absolue et de dire comment peut-on être persan. En l'occurrence, on ne parlera d'ailleurs pas de l'Iran, enfin, sauf si. Non, mais plus sérieusement, la liberté d'aller et venir dans l'espace public, pour nous, elle va de soi. On sort ici, on longe la Garonne, on va où on veut. Mais il y a un certain nombre de pays où cette liberté d'aller et venir n'existait pas, où elle était fortement réduite. Et on a voulu comprendre comment les espaces publics ont joué un rôle dans la reconquête, on peut employer le terme de reconquête, des espaces publics. Alors on a invité pour cela des architectes urbanistes, Giovanna Spera, qui est architecte colombienne, qui vient directement de Medellín. Medellín, c'est une agglomération qui est un petit peu plus grande que Bordeaux. On doit être à 6 millions d'habitants dans toute son envergure. On parlera de ces conditions peut-être particulières. Mais Giovanna est chargée à Medellín du grand projet de reconquête des espaces publics centraux tout au long d'un fleuve. N'y voyez aucune allusion évidemment à Bordeaux. Un fleuve qui est le Rio Medellín, et dont toutes les berges doivent être reconquises. On en parlera, mais on n'en est pas encore là, on n'en est qu'au début. Mouna Zahiri est venue, elle, de Tunis, architecte diplômée de l'université de Tunis. Elle est en train de finir d'achever une thèse sur une étude qu'elle a menée sur les ambiances dans les espaces publics à Tunis pendant la révolution qui a vu la destitution de Ben Ali. Et ensuite, maintenant. Donc, comment les espaces publics ont joué un rôle, s'ils en ont joué un, dans cette ville, on en parlera avec elle. Et puis, deux commissaires généraux d'Agora, celui de la fois précédente, Marc Barani. Merci d'être là, Marc. Tu étais tout à l'heure là pour la remise des prix, bien sûr, mais membre du jury des prix d'architecture d'Agora, mais également avec ton regard international. On en reparlera, je l'avais dit il y a 2 ans, mais tu as passé un certain temps au Népal, notamment comme architecte. Bon, tu es certes Grand Prix d'architecture en France, ça date de 2013, c'est depuis Agora. Je ne dirais pas que c'est grâce à Agora, mais depuis Agora. Et ton regard va permettre là aussi, peut-être, de revenir sur le panel des situations que Youssef Tomé, merci d'être là Youssef, nous a présenté dans son expo. Merci. Alors, bon... Après cette introduction, j'espère pas trop longue, je voudrais d'abord me tourner vers Giovanna et Mouna pour nous renseigner un petit peu. Il y a une chose que, même si nous savons que Medellín a été, il y a 10 ans, une des villes les plus violentes au monde, où le taux de criminalité était un des plus élevés. On a entendu parler de Pablo Escobar. On a entendu parler des cartels de la drogue. Et pour ceux qui ont voyagé, on sait quelle réalité ça a pu être là-bas. Mais on n'en sait pas plus, en fait. De cette réalité, on n'en sait pas plus. Alors, je vous passe la parole pour savoir quelle importance vous attribuez à la reconquête de l'espace public urbain dans cette ville de Medellín, où une des conséquences de la violence, c'est que la liberté d'aller et venir était très limitée. Buenas tardes. Me disculpo por no hablar en francés. Oui, Quiero hablar en español breve para que puedan hacer la traducción.
Merci. Bueno, yo quería, y lo he hablado con Remy, para contar la experiencia de Medellín, que ha sido muy importante en los últimos 12 años. Primero hablar del concepto de espacio público para nosotros. Por ser una ciudad violenta, Medellín, nuestra generación, mi generación, no creció en el espacio público. No conocimos el espacio público como ustedes lo conocen y como ustedes lo usan. Si quieres. Bon, tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas parler espagnol ici. Mais voilà, alors d'abord, cet espace public, je voudrais en parler en termes, nous comme génération, ma génération, nous n'avons pas pu vivre dans cet espace public, pour commencer. La violencia hizo que creciéramos en unos guetos. Entonces, el proceso de reconquista de la ciudad primero empieza por la reconquista de lo que es la idea de ciudad, el concepto de lo público. La reconquête de cet espace public est importante pour nous. Empieza por una reconquista del concepto de ciudad y de lo público. Ça commence par une reconquête de l'espace public et de la ville. De ce que j'ai compris, vous disiez, votre génération avait l'impression de vivre dans des ghettos, n'est-ce pas? Sí, vivíamos en guetos, en espacios cerrados porque la violencia no nos permitía estar en la ciudad. Y por lo tanto no nos conocíamos, no nos reconocíamos los unos a los otros, porque también vivo en un país donde hay una diferencia de clases importantes. Oui, oui, nous vivions dans des ghettos. Cette violence nous empêchait de vivre et de nous connaître les uns les autres. Entonces, el primer proceso por el cual el espacio público para nosotros fue fundamental fue el despertar de una conciencia colectiva que empieza en las universidades, que empieza en las empresas, que empieza con los políticos, de volver a pensar qué es la ciudad. Alors, la première démarche de cette reconquête a été une prise de conscience des politiques, au niveau des universités également, et au niveau de la population. De qué es el concepto de ciudad. Y empezamos le concept de la ville en fait. Y empezamos a intervenir el espacio público primero en los lugares más deprimidos, más pobres de la ciudad. Et notre intervention a commencé, notre regard s'est porté d'abord dans les endroits les plus pauvres de la ville, sur les endroits les plus pauvres de cette ville. Para producir un nuevo equilibrio, ¿no? Para hacerlos visibles a los otros y empezar a abrir la ciudad. Afin d'obtenir un nouvel équilibre, que ces populations-là soient visibles et commencer à construire cette nouvelle ville. Entonces es una red de espacios públicos que se apoya en la infraestructura, en los sistemas de transporte, en el metrocable, en el metro, en la llegada de los edificios públicos como símbolo de ciudad, símbolo del valor de lo público a los barrios más deprimidos. Alors cette reconquête commence avec donc un travail sur le transport en premier lieu, sur le métrocable, sur le tramway, et pour accéder aux espaces les plus déprimés, les plus pauvres de cette ville. Y a partir de ahí construir una red, un sistema de espacio público en la ciudad olvidada, en la otra ciudad. Et construire ainsi un espace public dans cette ville oubliée, dans l'autre ville. Bueno, ese es el comienzo de la conciencia de la reconquista. Entonces, un nuevo concepto de ciudad y a partir de eso una intervención sobre los sistemas de ciudad. Et voici comment commence donc cette reconquête. Un nouveau concept de ville et à partir de là, on retravaille les espaces publics. Bon, il a fallu 10 ans pour qu'une première étape soit atteinte, n'est-ce pas? Il faut signaler quand même qu'en 10 ans, vous avez divisé le taux de criminalité par 10 et que les innovations urbaines de Medellín ont été saluées unanimement dans le monde entier. L'université de Harvard vous a attribué pour un des projets justement de transformation d'un des quartiers les plus pauvres, mais maintenant desservi par le métrocable, un prix qui est un des plus prestigieux pour l'urbanisme au monde. Vous avez accueilli en avril le Forum urbain mondial de l'UNESCO. On a noté notamment votre présentation de ce qui avait été réalisé à Medellín. C'est un travail considérable, on le comprend bien. Et
vous dites qu'aujourd'hui, il va déboucher, on en parlera peut-être après, sur la reconquête des espaces publics. Mais votre sentiment, c'est qu'on est passé d'une situation où les espaces publics n'existaient pas à une situation où enfin on peut circuler, mais où il y a encore des espaces publics centraux à créer, n'est-ce pas? Luego de hacer estos sistemas de espacio público en la montaña, donde están los barrios más deprimidos, ahora estamos concentrados en los grandes espacios públicos de ciudad. El río, el centro y la montaña, el borde verde, esa transición entre lo urbanizado y los suelos de protección. Entonces son proyectos transversales. Donc après nous être occupés donc, de ces quartiers pauvres, nous avons pensé un petit peu ces espaces plus centraux, le fleuve, le centre-ville, le bord de la montagne, parce que c'est une ville très encaissée, la montagne est très proche en réalité du centre-ville, et donc nous nous sommes attaqués à ces espaces-là, à ces espaces publics-là. Alors on va en parler, mais est-ce que vous diriez que autour des arrivées du métro câble, par exemple, autour des gares du métro câble, vous avez pu recréer de l'espace public dans les quartiers pauvres? Sí, sí. Los sistemas de transporte han sido un pretexto para entrar y introducir arquitectura pública, institucional e introducir espacio público. Las estaciones son los nuevos centros de la ciudad y permiten que la ciudad se integre y nos volvamos a ver, nos reconozcamos en la ciudad. Oui, alors le développement des transports publics a été un prétexte pour l'aménagement de ces espaces-là, en fait, pour s'approprier ces espaces-là et en faire un espace public. Les gares, les stations de métro, de tram sont les espaces publics aujourd'hui. Oui, oui. Mais, et donc, aujourd'hui, cette intégration urbaine des quartiers périphériques à l'ensemble de la cité vous permet d'attaquer le centre. Encore une fois, on va en reparler. Mais c'est ce que je voulais retenir et que vous nous en reparliez. Cette notion d'espace public reconquis déjà dans les quartiers autour du transport. Et je pense, la révolution que vous avez vécue, en quelque sorte, vous, en tant que jeune architecte urbaniste, aujourd'hui conseillère de la municipalité. Bien, c'est ça. Alors, je voudrais qu'on parle de Tunis un petit peu maintenant. Les Français sont plus proches évidemment de Tunis, certains. Ils sont nés, ils ont grandi, on en entend parler beaucoup plus souvent. Et on a suivi évidemment les événements, on a tous plus ou moins dans l'œil les images télévisées de la chute de Ben Ali, les mouvements populaires, l'occupation de la Médina, de la Casbah, les gens qui campaient dans les rues, comme c'était le cas aussi au même moment en Égypte, dans l'ensemble des pays arabes notamment, mais les indignés, il y en a eu aussi à Madrid. On ne va pas en faire ici la liste parce qu'on parle de Tunis. Donc c'est vrai, on a plus en tête ces images-là. On est un peu au courant, disons. Mais je voudrais que vous nous parliez de la place qui était celle spécifiquement des espaces publics. On essaye de mieux comprendre le rôle des espaces publics à travers évidemment cette discussion. Quelle a été la place de l'espace public dans le processus politique de révolution en Tunisie? D'accord. Bonsoir à tous. Et tout d'abord, moi, Giovanna a dit reconquête. Moi, je parlerai plutôt de conquête dans le cas de la Tunisie. Parce qu'il faut savoir que pendant 23 ans, c'est-à-dire jusqu'au 14 janvier 2011, l'espace public était paradoxalement un espace privé, c'est-à-dire l'espace privilégié de l'État, l'espace où il ne se passait rien sans la permission de l'État, l'espace où il n'y avait que des manifestations qui encourageaient l'État en place, ou bien des gens qui sortaient pour fêter la victoire d'une équipe de football. Alors ce qui s'est passé, c'est que à partir justement de décembre 2010 jusqu'à janvier 2011, les citoyens tunisiens ont essayé de conquérir leur espace. Et cette conquête de cet espace-là, c'était une manière aussi de renverser un régime politique dictateur.
Et donc, on peut dire que le renversement politique devait obligatoirement passer par cette conquête des espaces. C'est-à-dire dire, nous, en tant que Tunisiens, eh bien, cet espace-là, il nous appartient. Il n'appartient pas à un parti particulier. Vous voulez dire symboliquement? Symboliquement, oui, et matériellement aussi. Quand on parle de sit-in, quand on parle de résidence éphémère, quand on parle de marches, de contestation, de manifestations de tout genre, c'est aussi une manière physique d'occuper l'espace. C'est passé par les occupations, on l'a dit, les sit-ins et les tentes, mais pas seulement? Pas seulement, non, pas seulement. En fait, ce qui s'est passé, c'est déjà investir l'espace public, et ensuite, c'était pour affirmer cette conquête, pour affirmer l'invasion, on va dire, citoyenne, c'est passé par le saccagement ou la destruction de tout symbolisme relié à l'ancien régime. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire par exemple, mettre de grands posters du président déchu et faire marcher les chars des militaires dessus, c'est-à-dire déchirer les photos qui étaient un peu partout, dans les tabacs, journaux, dans les hôtels, même dans les administrations, c'est-à-dire aussi repeindre, par exemple, les garde-corps qui, il faut savoir, étaient d'une couleur mauve partout. On a repeint ça. Vous voulez dire que le pouvoir avait imposé une couleur officielle, c'est ça? Oui, c'était la couleur mauve, c'était la couleur fétiche du président Ben Ali. Oui. Et donc, dès les premiers jours de la Révolution, les gens ont pris des pots de peinture blanche pour repeindre ça. Et aussi, il faut dire qu'il y avait le boulevard 7 novembre. Le 7 novembre, c'est quand il y a eu le renversement militaire de Ben Ali pour mettre de côté l'ancien président Bourguiba. Et donc le 7 novembre, c'est aussi une date fétiche. Donc tous les grands boulevards dans toute la Tunisie sont appelés 7 novembre. Aussi le boulevard qui est à côté de l'avenue Habib Bourguiba. Et ça, les gens ont tout simplement cassé cette pancarte où était écrit 7 novembre. Et aussi détruire tout ce qui représentait le parti RCD. Oui. Donc la Révolution a vu les manifestations spontanément. C'est, semble-t-il, naturel. Le lieu où s'exprime d'abord la révolte populaire, c'est dans l'espace public qu'on va. Oui. D'abord. Oui. Eh bien, enfin, il faut dire que le soulèvement a déjà commencé par les villes d'intérieur, c'est-à-dire le sud, le nord de la Tunisie, pour à la fin arriver à la capitale. Et le jour du 14 janvier, c'était une journée déclarée grève générale par l'UGTT, c'est-à-dire l'Union des travailleurs tunisiens, l'Union générale des travailleurs tunisiens. Mais ça n'empêche que même les gens qui travaillaient ou pas sont tous descendus au centre-ville. Nous, on utilise le terme descendre au centre-ville. Et la réunion dans cette avenue-là, c'était pour une symbolique qui consistait en la présence du ministère de l'Intérieur sur cette avenue-là. Et donc on est parti crier le fameux « dégage » devant ce ministère de l'Intérieur. Dégager, ça veut dire partez, cet espace, Tunis, la Tunisie nous appartient. Voilà. Impressionnant, évidemment. Ça, c'est évident dans votre lecture. Tous les deux, c'est d'abord l'endroit de l'expression de la société, l'espace public. Donc logiquement, les manifestations y vont. Oui, bien sûr. L'espace public, c'est une représentation collective d'une société à un moment donné. Donc après, s'il y a un changement, par exemple, de société, il se peut que l'espace public ne la représente plus. Et donc c'est là où il y a les problèmes commencent. Ou, par exemple, ce qui s'est passé à Tunis, c'est que c'est une société, l'espace, il est toujours là, physiquement, mais sauf que la façon dont on vit dans cet espace, parce que dans l'espace public, il y a l'intime, il y a la personne qui doit s'épanouir, mais en même temps, il y a le lien collectif. Il faut qu'il représente un collectif, de vivre ensemble. Et en fait, c'est individuellement qu'ils se sentaient oppressés. Chacun se sentait oppressé parce qu'il y avait un indique sur place, ou il y avait, j'imagine, mais ils avaient peur les uns des autres. Ce qui fait que l'espace, il n'a pas changé. C'est ça qui est impressionnant dans ce que vous racontez. Mais après, c'est symboliquement qu'on a voulu montrer que dans la façon de l'habiter, il a changé. Et c'est pour ça qu'on a repeint en blanc. Ça veut dire que ce n'est plus l'État, ce n'est plus physiquement eux qui nous imposent comment on vit, mais le gouvernement, la société nous représente de nouveau
Donc on l'investit, donc on se sent à l'aise. Et c'est ça il y a toujours cet aller-retour et il y a toujours ce lien qui est très très fragile. Vous voyez, nous par exemple dans l'expo ici, c'est juste un rideau entre les informations, entre une vision de l'espace public et entre ce que les gens veulent faire. S'il y a quelqu'un qui a envie de jouer au ping-pong et nous embêter, ben, il peut. Ou jouer à la trampoline, il peut. Mais c'est à chacun, vous voulez, Oui. de dire, voilà, c'est-à-dire que c'est une expérience, mais aussi c'est une expérience personnelle, l'espace public. Il faut qu'on puisse s'épanouir, exister et s'identifier, et en même temps, c'est un lien collectif. Et on le voit, le contre-exemple, on le voit par exemple dans la place Taksim, dans le film où le monsieur, il reste debout, il dit rien, et la première heure, on commence à le regarder, après 2 heures, on le dépouille. Mais il n'a rien fait. C'est juste qu'il devient suspect. Mais parce qu'il y a cette tension qui est dans le gouvernement qui fait que on est méfiant les uns les autres. Ce même exemple, vous le mettez par exemple à Ouagadougou, il n'y aurait pas de problème. Oui. Vous êtes d'accord avec sa lecture de la révolution tunisienne? Oui, enfin on va dire que pour les premiers jours, c'était quand même des émotions et une expérience vécue collectivement. Donc il y avait quand même un sentiment partagé par tous les citoyens pour cette question de liberté. Après, au fur et à mesure, justement, moi je dis que la révolution n'est pas finie, qu'on est en plein processus révolutionnaire et que petit à petit, enfin après ces premiers jours, on va dire d'euphorie, de conquête, de liberté, les divergences réapparaissent encore. Les manières d'occuper ou le rôle qu'on donne à l'espace diffèrent justement d'une personne à une autre, dépendant de son vécu, de son mode de vie, de plein de paramètres. Et aussi, il faut dire que l'espace public reste toujours l'enjeu, ou reste toujours le lieu de lutte entre pouvoir politique et citoyen. Et ça s'est passé après la Révolution, quand il y a eu des manifestations, par exemple le 9 avril, c'est la fête des martyrs en Tunisie. Les gens, quand ils sont partis au centre-ville, cette manifestation-là a été fortement réprimée. Pourquoi? C'est une manière de dire de l'État que non, cet espace-là, il n'est pas vôtre, il est encore nôtre. Un autre aussi paramètre qui a été une autre expérience qui a été vécue aussi collectivement, c'est le sit-in de la Casbah pour le renversement du premier gouvernement de la Révolution, parce qu'on disait qu'il était encore RCDiste. RCD, c'est le parti de l'ancien président Ben Ali. Et donc là, il y a eu moi, ce que j'appelle des résidences éphémères, c'est-à-dire que les gens ramenaient des matelas, des sacs de couchage, s'installaient, et aussi ils taguaient les murs, ils faisaient des sculptures. Et la réaction ou l'action du gouvernement en place, c'était quoi? C'était de nettoyer, de rendre une certaine neutralité à l'espace, de le barricader. Et maintenant, la Casbah n'est plus ce qu'elle était avant. Ouais, voilà. Ouais, donc, c'est toujours le lieu de lutte, l'espace public. Oui, Youssef Tomé. C'est-à-dire que, en fait, dans tous les pays où il y a eu la révolution, on a eu la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu le besoin de concrétiser notre révolte dans une place physique, parce que ça crée un lien, parce que ça veut dire que tout le monde on a besoin physiquement. De toute façon, pourquoi on fait les églises? C'est pour qu'on dit, voilà, on est reliés tous ensemble par rapport à une idée. C'est exactement la même chose qui se passe dans l'espace public. Mais par contre, par exemple, l'exemple qui est intéressant en Syrie, ils ne trouvaient pas de place, parce qu'on les chassait. Et c'est là où ils ont mis de l'eau, ils ont mis dans les fontaines en Syrie du rouge, hein, ils l'ont teint en rouge. Et on voyait sur toutes les places, comme ça, à un moment donné, le rouge apparaît. Et ça devenait, c'est-à-dire là, c'était une action artistique, mais en même temps, ça veut dire que c'est partout, ça vous échappe. Si vous arrivez à nous contrôler à un moment, bah, on échappe sur une autre place. C'est aussi une façon de dire collectivement, vous ne pouvez pas nous tenir. Ouais. Il y a une chance qu'au Liban, ça s'est fait à la place, sur la place des martyrs, et après en Turquie à Taksim,
Mais des fois, quand on est vraiment oppressé, il y a d'autres façons de jouer aussi avec l'espace public et de contourner cette violence, quoi. Vous vouliez réagir? Non. Donc ça veut dire, Youssef, que c'est véritablement un enjeu en soi, l'espace public. Il porte quelque chose. C'est pas par hasard, c'est pas juste parce que c'est dehors, c'est un enjeu de récupération. C'est-à-dire que l'espace public, il est fait par les règlements. Les règlements sont faits par, ils partent de l'intime, de la maison à la façade. Et pourquoi on fait les règlements dans la rue? Pour dire c'est ce qui est en commun. Oui. Et l'espace public, c'est le résultat, c'est ce qui est entre l'intime. On est obligé de mettre un minimum de règles qui nous relient, que ce soit au temps des Romains avec le Cardo Decumanus, c'est-à-dire c'était des croyances. Ça ne vient jamais l'espace public comme ça. C'est ce qui nous relie et c'est ce qui fait que ce qui reflète le lien de la société à toutes les époques où nous sommes. Mais c'est ce qui explique pourquoi. Donc c'est un enjeu majeur à Medellín ou à Tunis. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut vivre seul? Non, certes, mais donc c'est pour ça qu'on le constate. Est-ce qu'à Beyrouth, on a pu voir au travers des différentes périodes d'affrontement le même jeu dans l'espace public, les mêmes enjeux? Oui. Après, à Beyrouth, c'est différent parce que à Beyrouth, il y a eu, après la guerre, si vous voulez, un peu le chaos, et ce qui fait que c'était que les initiatives privées. Il n'y avait pas de vision collective. Et donc, quand il n'y a que des initiatives privées, l'espace public aussi devient un chaos. Parce qu'il n'y a plus de vision, le lien aussi disparaît. On le voit sur le film au Liban, c'est-à-dire que l'espace public, c'est tendu, on cherche sa place. On essaye de trouver quelque chose qui nous relie. Finalement, qu'est-ce qui nous relie? Physiquement, c'est la mer et la montagne au Liban. C'est la seule chose, à chaque fois qu'on est mal à l'aise, on la cherche. Oui. Moi, je me suis perdu une fois dans la ville, ce qui est très très rare. Tout d'un coup, sans faire attention, je cherchais la mer. Parce que ça me reliait aux autres, de nouveau. Vous montrez dans le film qu'on ne la voit pas de partout d'ailleurs. Oui, exactement. Marc Barani, est-ce que vous pouvez nous amener votre regard? Est-ce qu'il est un peu plus nuancé? Est-ce qu'on n'est pas là en train de parler de société, de cités, qui en fait appartiennent au même tronc historique, culturel, celui de Rome, et qui a été exporté jusque dans les pays hispaniques, où les civilisations pré-hispaniques ne marquent plus vraiment le découpage de l'espace, et où c'est le modèle occidental qui s'est développé. Qu'en pensez-vous, Marc? Oui, tu as dit que j'étais parti au Népal, et effectivement. On parle d'espace public et d'espace privé, mais au Népal, ils n'ont pas ces mots-là. Donc déjà, d'emblée, on ne peut pas parler ni de public ni de privé pour une multitude de raisons. Mais je pense que la raison essentielle dont on parle quand on parle d'espace public, c'est qu'il n'y a pas de rupture entre l'individu et la collectivité. Ils vivent le monde dans une interrelation complexe à la société et à l'univers et au cosmos, avec l'idée que tout est en interrelation. Donc ça veut dire que concrètement, ces mots n'existent pas chez eux et qu'il y a donc une utilisation de l'espace qui est donnée à tous, aux individus, en fonction du temps. Alors si on revient dans nos catégories, parce que je n'ai pas les mots néoirs où ça ne dira pas grand-chose au public de les prononcer en mots néoirs, mais la rue, par exemple, est à la fois publique et privée, ça dépend du temps. Il y a un prolongement de la parcelle dans la rue. La société néoire, c'est une société agricole dans des villages, donc hyper denses. Et les aires de battage du riz, parce que donc société agricole, ils vivent du riz, ils battent le riz sur cet espace-là. Quand il y a un mariage ou quand il y a un baptême ou une cérémonie religieuse, ils le font là. Le dieu protecteur de la maison est dans cet espace-là, qui est délimité devant la maison. Donc, selon les moments, c'est parfaitement privé, ils le délimitent, et selon d'autres temporalités, c'est ouvert et c'est le bien de tout le monde. C'est assez intéressant de voir cette mutabilité, parce que finalement, quand on parle d'espace public, on parle d'un espace disponible, physique, qui est là, et qui a cette particularité qui moi, m'intéresse beaucoup, c'est que ce qui perdure, on en a parlé dans la précédente Agora, hein, les voies, les rues, les places, en fait, c'est fondé par ce qui est le plus immatériel, le déplacement. C'est-à-dire que c'est presque le vent qui se déplace avec les gens qui se déplacent, et au cours de l'histoire, c'est ce qui reste dans la ville.
Alors ce qui est matériel et qui délimite la propriété privée ou l'intimité, ça a tendance à bouger. Les bâtiments bougent. Donc c'est fondé par quelque chose de complètement immatériel, c'est disponible et du coup ça peut être, c'est le réceptacle de cette relation vivante entre l'individu, la collectivité, le pouvoir de l'État. Et on lit beaucoup de choses dans l'espace public. On lit à livre ouvert. Et ce rôle des tracés, tu le retrouves dans toutes les civilisations que tu as pu étudier. Oui, y compris les plus lointaines, donc. Y compris les plus lointaines. Avec aussi une autre, alors une petite différence. Lointaine de nous. Oui. Une petite différence quand même. On a parlé de Ouagadougou, et parce qu'on retrouve un peu dans ton film, on le voit bien, hein, cette idée que la rue, elle peut être à la fois publique et privée. En tous les cas, que nos critères, ils nous permettent pas de distinguer clairement ce qui s'y passe. Et attends, je continue. Et après, oui, où on voit le processus, en fait, tu disais ce lien de collectivité. Mais je pense qu'il y a une inertie culturelle qui fait que, je veux dire, il faut des générations et des générations qu'on trimballe avec nous notre culture. Et j'ai l'impression que le rapport au sol, à la propriété qu'ont les Mossés, puisque l'ethnie dominante à Ouagadougou sont les Mossés, c'est pas du tout les mêmes que la nôtre. C'est pas fondé sur la propriété privée. À l'origine, il y a des chefs de terre et tu es locataire d'une certaine manière, où tu occupes un espace pour assurer la survie de la famille. Donc du coup, cette notion oui, c'est une concession. Voilà. Tu es là pour un temps déterminé, le chef de terre te donne la surface qu'il faut pour que tu puisses vivre, et du coup, c'est forcé que la relation qu'on a, nous, en Occident, entre chez moi et chez les autres, ne fonctionne pas de la même manière. Et donc, c'est encore plus flou. Il n'y a pas de rue au sens strict du terme dans les villages, c'est des espèces de zones dans lesquelles les choses se contaminent, toujours avec cette notion de symbolique et de pratique qui se mélangent. Est-ce qu'il y a des lieux où se constitue malgré tout la société comme société? Parce que c'est ça la thèse un peu. Oui, c'est dans ces espaces-là. Cet espace-là. Mais ce qu'on a du mal à comprendre complètement, c'est cette notion de continuité absolue qu'ils ont dans leur manière de voir le monde. C'est vraiment lié à ça. Et tu penses qu'il y a vraiment rupture chez nous? Il n'y a pas continuité? Ah oui, il n'y a qu'à voir toutes les grilles. Hein. Qu'on met aujourd'hui, on ne sait pas générer des espaces. C'est toute la question de l'habitat et de la porosité qu'il peut y avoir entre le public ou le privé. Cette notion on n'est plus sur l'individuel, évidemment, que sur la collectivité. Donc l'espace public, c'est un lieu à la fois de partage, mais aussi de lutte. Ah oui. Est-ce qu'il y a pour Youssef Tomé voulait réagir quand tu as parlé de Ouagadougou tout à l'heure? Il a répondu à ma question. Parce que, mais en même temps, c'est-à-dire si on replace l'idée, à mon avis, peu importe que ce soit privé ou public, ce qui est important, c'est l'échange. C'est là où se passe l'échange. Et en fait, on n'existe individuellement que si on échange. C'est là où on se constitue une identité. C'est là où on a un retour sur soi-même. Et c'est pour ça que tout le monde a besoin de cet échange. Et c'est cet endroit-là, peu importe qu'il soit privé ou public, ou les cultures et tout, c'est qu'est-ce qu'on veut échanger. C'est ça qui est déterminant. Est-ce que cet échange nous convient ou pas? Si cet échange ne nous convient pas, on casse. S'il nous convient, on échange et ça nous arrange et puis ça nous représente. C'est que ça, en fait. Au fond, c'est ça l'espace public. Ce qu'on appelle l'espace public, je veux dire, en Occident. Et si je rebondis par rapport à la grille qu'il dit, dont Marc parle, la grille, si vous voulez, c'est parce qu'il n'y a pas une idée qui nous transporte tous, ce qui génère leur attitude, par exemple, au Népal. C'est-à-dire qu'ils ont tous la même idée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite entre le privé et le public. Quand on a la même idée, on s'en fout. L'échange, il est là. De toute façon, tout ce qu'on fait, c'est interprété. Mais quand on n'a pas la même idée, c'est là où on se protège. Et on dit, voilà, ça c'est mon privé, et je veux partager avec toi une idée sur laquelle je suis d'accord ou pas. Oui, dans cette idée d'échange, il faut pas oublier une dimension qui est très difficile à comprendre pour nous dans les sociétés traditionnelles, c'est que c'est un échange avec le surnaturel, avec le cosmos aussi. C'est-à-dire que l'espace public ou l'espace de lien, il est truffé de lieux symboliques, de lieux de contact avec l'univers sur lesquels de temps en temps, ils font des jatras, enfin des cérémonies religieuses. Et la ville de Ouagadougou, par exemple, elle est truffée ou maillée de ce qu'ils appellent les bois sacrés, où circulent les énergies néfastes pour eux. Bon, enfin, cette vision du monde, elle est importante parce que ça renchérit sur ce que dit Youssef, c'est-à-dire que c'est un espace de contact entre individus dans les sociétés traditionnelles, mais aussi, donc qui partagent le même point de vue,
mais aussi avec des puissances surnaturelles qu'on ne contrôle pas. Donc il y a une partie d'indéterminé par définition dans l'espace public. Oui, on pourrait l'analyser chez nous, mais ça serait un autre débat. En revanche, pour rebondir, si l'opposition publique-privée n'est pas pertinente, est-ce que c'est plutôt l'intime qui s'opposerait au public? Parce que j'imagine qu'il y a des lieux où on n'accueille pas tout le monde tout le temps, où on est entre soi, non, quand même? Oui, bien sûr. Donc, malgré tout, non, il y a une notion qui n'est pas peut-être celle de privé, mais... Non, l'intimité l'intimité qui se définit encore aussi par le moyen de survie de la famille et puis par la dimension sacrée de la cellule familiale, c'est un espace qui est moins traversé que l'espace occidental. Dans les maisons, si on n'est pas néoir ou si on n'est pas de la famille, on ne peut pas rentrer. On ne peut pas sur rentrer. les étages supérieurs. D'accord. Il faut transposer les concepts. Oui, les concepts c'est un ne sont pas les mêmes, système qui est tendu. On retrouve un équivalent ça. quand même. Oui, bien sûr, on retrouve un équivalent. d'opposition. Tout à fait, oui, bien sûr. Okay. Alors, je voudrais revenir sur Medellín et Tunis. D'abord sur Tunis, on va parler de ce qui s'est passé après la Révolution, puisque votre travail d'observation, vous étiez là-bas, vous êtes toujours là-bas, vous avez vu ce qui se passait pendant la Révolution, on pourra en reparler, mais aujourd'hui, est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, vous en avez dit 2 mots en disant qu'il y avait toujours une confrontation avec le pouvoir actuel, bien sûr, comment est-ce que l'espace public est au centre, toujours, des mouvements populaires en Tunisie? Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette occupation ou le rôle de l'espace et son importance apparaît dans les actions des citoyens tunisiens. Et donc, comme il y a eu tout d'abord les manifestations politiques, donc ça dans un premier temps. Ensuite, ce qui a marqué aussi l'espace public tunisien, ce sont les actions spontanées. Des actions spontanées, c'est-à-dire soit on passe le mot sur un réseau social, en général Facebook, et donc on essaye de réunir le plus de monde, soit du bouche à oreille. Mais pour quel type d'action? Pour quel type d'action? Eh bien, ces actions, elles peuvent être ludiques ou artistiques, comme on s'est mis d'accord une journée, on l'a appelée Tunis-Li, ou l'avenue Habib Bourguiba Li. Et donc là, une grande partie de Tunisiens sont partis à l'avenue Habib Bourguiba. Des jeunes, des moins jeunes, des filles, des femmes, des hommes, vraiment une micro-société qui a pris un livre et qui s'est installée sur les trottoirs de l'avenue. Et on a fait ça de 14h jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière. Et quand il n'y avait plus de lumière, on a allumé des briquets, on a allumé des bougies. Et donc on a lu. On a appelé ça Tunis-Li. Et on a essayé que cet événement-là, qui a marqué quand même un succès assez marqué, on a essayé que ça aille dans toutes les villes de la Tunisie. Ensuite, un autre type d'action spontanée, ça a été ce qu'on appelle l'action en tunisien « oknes oknes », c'est-à-dire balaye, balaye. Balaye, balaye. Eh bien, c'est-à-dire qu'à un certain moment, l'avenue Habib Bourguiba est devenue très sale. Et donc, on s'est mis d'accord aussi de prendre des balais, de prendre des gants et d'aller nettoyer le centre-ville. Regardez, cette photo, c'est vous qui avez pris la photo? Oui. Oui. Moi, je trouve ça extraordinaire. Pour le coup, c'est un symbole d'appropriation de l'espace public ou de sentiment de propriété d'un bien public qu'il faut défendre si le gouvernement en place ne le fait pas. C'est ça. C'était parce que toujours ça, les agents de... Oui. C'était parce que les agents de municipalité faisaient des grèves continues, qu'ils laissaient les saletés déborder. Donc, on a décidé de prendre les choses en main. Et on a nettoyé notre pays. Oui, enfin, en l'occurrence, c'est l'avenue Habib Bourguiba, c'est l'espace le plus central, en fait, de l'ensemble de l'agglomération tunisienne. Oui, il y a une dimension symbolique forte. Oui. On pourra en reparler, mais qui est peut-être différente de ce qui peut se vivre dans les quartiers. Il y a un symbole fort de l'ensemble de la société tunisienne. Oui. Dans cet espace central. C'est comme le rôle que peuvent jouer la place des Quinconces ou les quais à Bordeaux. C'est ça. En fait, l'avenue Habib Bourguiba, c'est le cœur du Grand Tunis, du côté du point de vue historique, du point de vue aussi après symbolique avec la Révolution. Et il faut savoir que nous, à Tunis, on n'a pas ou peu de places publiques. Et donc, l'avenue Habib Bourguiba, elle joue à la fois
le rôle de place publique. C'est-à-dire que même la Casbah, c'était pas vraiment la place de la Casbah, c'est pas... On appelle ça la place de la Casbah, mais c'est pas vraiment une place, parce qu'elle est devant les ministères, le premier ministère, et donc c'est un lieu de passage plus qu'une place. Mais le lieu de rassemblement, c'est l'avenue Habib Bourguiba. Alors on voit vos images, ça c'est le nettoyeur. Ça c'était à la Casbah, c'est quand, autre chose. C'est quand les gens des sit-in ont quitté les lieux. C'est bien Tunis-Lee, ça. Oui, et devant, et j'ai mis cette photo parce que c'est juste devant la photo précédente, ce sont les jeunes qui sont appuyés sur la voiture des policiers. Absolument. Parce qu'à ce moment-là, on avait encore l'avenue était protégée quand même, enfin protégée par les barbelés et les. Donc c'est encore une revendication de la propriété d'un bien commun. Oui, voilà. Et là, on voit l'avenue d'ailleurs, on voit cet magnifique espace effectivement. Oui, c'est une grande avenue pavée d'arbres de part et d'autre. Et on s'est installé aussi sur les marches du théâtre municipal. Le théâtre où c'est le même événement, et donc les gens ont apporté de petites tables et aussi des jus, des choses à boire pour. Bon, là, on est. Donc là, c'est un petit concert qui s'est fait spontanément aussi à l'avenue Habib Bourguiba. Ce sont des micro-événements que Tunis commence à vivre depuis la Révolution. Donc quelqu'un ramène une guitare, commence à chanter et on s'assemble autour. Et il s'est fait aussi qu'il y avait des jeunes qui venaient danser. Donc on essayait de voir et qui après faisaient participer les citoyens. Et pour nous, c'est nouveau. Et c'est une des manières d'expression de cette appropriation de l'espace. Mais comme je sais pas si on va en discuter après, ça ce n'est qu'un côté de la manière d'occuper l'espace. C'est-à-dire que moi, dans ma recherche, puisque je me suis intéressée à des terrains quand même aux morphologies urbaines et architecturales différentes et même aux modes de vie différents, la manière d'occuper l'espace, elle change littéralement d'un espace à un autre. C'est-à-dire que dans les quartiers résidentiels, il ne se passe presque rien. Là, à l'avenue, puisque c'est la place publique tunisienne, on va dire, donc la grande majorité des manifestations, qu'elles soient artistiques ou politiques, se passent dans cet endroit-là. Par contre, dans les espaces populaires ou dans les quartiers populaires, c'est une autre manière d'occuper l'espace. Moi, je l'ai interprété de cette manière, c'est une manière de provoquer l'État. Pourquoi je dis cela? Parce que les jeunes des quartiers populaires ont deux manières d'occuper l'espace. S'ils sont dans leur propre quartier, puisqu'ils n'ont pas d'espace public à proprement dit, où ils peuvent se rassembler, donc ils s'installent sur un carrefour et ils consomment les boissons alcoolisées en plein jour, chose qui est totalement interdite dans un pays comme la Tunisie. Et c'est une manière de contester le pouvoir en place. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est dans ces quartiers populaires-là que s'est enclenchée la révolution. Et quand on discute avec les jeunes, ils disent « la révolution est née ici, c'est nous qui avons réveillé tout Tunis, et qu'est-ce que l'État a fait pour nous? Il n'a rien fait pour nous. » Et donc on boit, on fume des joints, excusez le terme, et ce sont des manières... parfaitement compris à Bordeaux aussi. Bon, je n'ai pas une grande idée, mais voilà. Et donc ça se passe de cette manière-là. Et ces jeunes, excusez-moi, ces jeunes des quartiers populaires, aussi, ils vont au centre-ville, mais pas pour participer à des manifestations artistiques ou pour être des acteurs. C'est pour être des spectateurs. Alors, les marches du théâtre se transforment en gradins et ils s'installent, rien que pour voir les gens... C'est des fonctions de l'espace public, bien sûr. Oui. C'est de la visibilité, la co-visibilité, bien sûr. Oui. Très intéressant. Ces histoires d'échange. Je voudrais savoir de Giovanna Spera, quel rôle vous attribuez à cette fonction d'échange, de lieu d'échange? Vous dites compartido, n'est-ce pas, que vous allez rechercher, parce que vous, c'est le futur. Inutile de le signaler, vous l'avez compris, on est dans des situations complètement différentes. Le peuple recherche à faire évoluer l'espace public dans un cas et la vie en général de la société. Dans l'autre, c'est le pouvoir
les autorités publiques qui ont pris les choses en main. Donc on est dans des situations évidemment très différentes. Mais qu'est-ce que vous recherchez comme qualité dans les espaces publics que vous allez chercher à développer autour du Rio Medellín? Yo primero quisiera entrar en el debate recordando que la realidad latinoamericana es muy diferente a la europea, es muy diferente a la del Medio Oriente y al Lejano Parlez Oriente. bien dans le micro. Ok. ¿Quieres decir? Je voudrais d'abord rappeler que la réalité latino-américaine est bien évidemment très différente de la réalité moyen-orientale ou des rives de la Méditerranée. Y del Lejano Oriente y de África. L'Orient, le Moyen-Orient et l'Afrique. Quiero transmitir algo antes de responder tu pregunta que tal vez no queda claro. En nuestra ciudad existía el espacio, no existía el concepto de público, que eso es lo que quiero dejar claro. En la visión cosmogónica de la vida existe una unidad, como lo dijiste tú. En la sociedad europea existe una apropiación del espacio público y unos límites, hay unos derechos y unos deberes. Nosotros no teníamos una construcción de ciudadanía alrededor de lo público. D'abord, je voudrais rappeler que nos espaces publics existaient, mais nous n'avions pas une appropriation commune de ces espaces publics. Concepto de ciudadanía. Allant avec un concept de citoyenneté. No existía. Entonces, eso es lo grave. Eso es lo grave. Empezar por construir el concepto de público y de ciudadanía como conceptos de ciudadanía. L'important est de construire ce concept de public et de citoyenneté. Sí. Il a fallu commencer par ça. Y empieza por resolver problemas funcionales, ¿no? No es el problema de la reflexión del contenido, sino la función. Poder caminar, poder llegar, poder encontrarme, poder verme con el otro. Et donc, il faut répondre à des besoins fonctionnels. Pouvoir se déplacer, pouvoir arriver quelque part, pouvoir rencontrer l'autre. Sí. Entonces, hay un afán por hacer proyectos en la ciudad que resuelvan el desequilibrio funcional resultado de la ausencia, ¿no? Donc, ce que nous voulons surtout, c'est résoudre ces problèmes fonctionnels qui puissent résoudre le problème de l'absence. Sí. Entonces, ¿a qué espacio público le apuntamos? Primero, en la primera parte, a un espacio que garantizara equidad en el acceso a las oportunidades. Alors, que voulons-nous en premier? En premier lieu, nous voulons un espace où il y ait une égalité dans la possibilité de s'approprier cet espace et d'échanger dans cet espace. Y de acceder a las oportunidades. Et d'accéder aux opportunités que peut apporter l'espace. En un segundo momento, ya son los grandes espacios que cohesionan la totalidad de la ciudad. Primero pequeñas acciones y ahora los grandes. Para contestar. Nous avons fait d'abord des petites actions au sein de la ville et maintenant nous voulons passer à des actions de plus grande envergure dans cette ville. ¿Para qué? Para reconquistar la ciudad como ciudad. No tenemos una revolución. En Colombia no va a haber una revolución porque no somos capaces de, pero sí hay una concientización que es distinto, un despertar a la vida. Nous voulons reconquérir cette ville. En Colombie, il ne va pas y avoir de révolution, parce que non, il n'y aura pas de révolution. Nous n'en sommes pas capables de mener une révolution. Mais oui, nous voulons reconquérir cet espace. Y reconquistar la vida. Et reconquérir la vie par le biais La de cet vida espace. de ciudad. Entonces, ¿qué espacios públicos queremos? Unos espacios públicos de calidad, muy buena arquitectura, reivindicar el derecho a la belleza para todos. Alors ce que nous voulons, c'est avoir de beaux espaces publics, revendiquer la beauté. La beauté est un droit pour tous de ces espaces publics, de ces constructions.
que es difícil de entender cuando vivo en una ciudad tan linda como esta, entender el derecho a la belleza. Entonces, el espacio público de calidad, el espacio público funcional, el espacio donde pueda trabajar, pueda caminar, pueda encontrarme con el otro. Alors, c'est peut-être difficile à comprendre ce concept de reconquérir la beauté d'un espace dans une ville aussi belle que celle de Bordeaux, mais pour nous, c'est un vrai défi. Et dans une ville où nous puissions marcher, où nous puissions nous déplacer, rencontrer l'autre, travailler. Sí. A eso le estamos apuntando. Voilà, tels sont nos objectifs en fait, aujourd'hui. Plus précisément, l'espace central, donc j'ai bien compris que l'espace central de Medellín allait être le cœur de l'intégration que vous avez commencé à réaliser. On voit la situation de Medellín, c'est une ville complètement encaissée, mais avec ce Rio là au milieu qui traverse Medellín comme la Garonne traverse Bordeaux. Et c'est donc sur cet espace que vous allez intervenir. Mais vous voulez faire quoi? El centro es el punto, obviamente, donde llegan todos los grandes sistemas de ciudad. Tuvo un gran significado. Cuando la ciudad cae en el proceso de violencia, pierde significado, hay un desplazamiento y es un centro muy activo, pero no vive gente. El espacio público más representativo se ha deteriorado. Entonces, nosotros creemos que una ciudad sin centro es una ciudad sin identidad. Ce centre, qui était un grand centre très actif, avec le processus de violence, il s'est vidé, il s'est dénaturé. Et en fait, ce que l'on veut, c'est reconquérir cet espace, refaire de cet espace un espace vivant, riche en opportunités. Que llegue la vivienda, a la gente a vivir, que no está viviendo. Et que les gens reviennent vivre dans ce centre, en fait, parce que les gens sont partis avec tout ce processus de violence, les gens sont partis du centre-ville. La question de la violence, comment est-ce que vous l'abordez aujourd'hui? Seguimos siendo una ciudad con dificultades, ha cambiado mucho. Realmente ese proceso que nosotros llamamos del miedo a la vida nos ha tomado más de 10 años, 20 años. Y el tema de la violencia sigue siendo nuestro problema, pero nosotros consideramos que si la ciudad ofrece oportunidades para estar y hacer comunidad, la violencia cambia, porque todos los ojos están cuidando la ciudad. Alors c'est un peu long à traduire, mais vous allez peut-être le faire en 2 fois, allez-y. Alors les choses ont beaucoup changé, bien sûr. Le processus de cette peur de la vie, c'est un processus qui a pris une dizaine d'années. Mais nous pensons que si nous donnons l'opportunité aux gens, si nous donnons la possibilité aux gens de vivre, ceci joue un grand rôle sur la violence aussi et un effet très positif sur la violence. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un problème de répression, de police, d'armée et de justice. Pas seulement. No. Tenemos, obviamente hay un ejército muy poderoso y una policía muy poderosa por el problema de violencia y es malo, ambas miradas son desequilibradas. Sobre el espacio público no hay una represión evidente, pero sí hay una construcción hoy de una cultura ciudadana basada en entender cuáles son los derechos y cuáles son los deberes, que es una discusión que ustedes han superado y por lo que oigo, están ya en otro momento de la discusión. Non, le problème, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la police, bien sûr. Il n'y a pas de répression sur les espaces publics, ce n'est pas ça le problème du tout. Le problème, c'est la conscience des devoirs de chacun et des droits de chacun, en réalité. C'est dans l'espace public que ça se construit. Sí, claro, se está construyendo en el espacio. Precisamente el espacio público, el transporte público son los escenarios para construir esa cultura de ciudad y entender cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes como ciudadano. Oui, justement, les transports sont un outil pour construire cette culture citoyenne, pour comprendre bien quels sont nos droits, quels sont nos devoirs. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les espaces publics à Medellín? Oh, diversidad, mucha diversidad. Van a encontrar que pasa todo, lo de la ciudad pasa en el espacio público ya, pasa todo. O sea, pasa desde reconocer la economía de la ciudad, desde reconocer las dinámicas sociales, hasta entender que la ciudad ha reconquistado su belleza
y su condición de paisaje de poderoso, porque es un paisaje poderoso. Tout passe par ces espaces publics, absolument tout. Le caractère économique de la ville, le caractère social de la ville, la beauté de la ville, tout passe au travers de la construction de ces espaces publics. Concrètement, quand vous voyez Bordeaux, vous vous dites on va faire la même chose? ¿Vamos a hacer la misma cosa? Ojalá. Tenemos dimensiones diferentes, somos muchos más, tenemos una condición geográfica muy diferente, pero apuntamos ayer oyendo a Alain Juppé, cuando él resume las condiciones de la transformación de Bordeaux, son muy similares. La chance para nosotros fue el despertar de la violencia, la conciencia colectiva y hacer proyectos. Et un projet. Alors, les villes sont très différentes, bien sûr. Nous n'avons pas les mêmes dimensions, nous n'avons pas les mêmes conditions géographiques. Mais hier, en écoutant Alain Juppé parler du développement de Bordeaux, nous avons pu voir qu'effectivement, nous sommes un petit peu dans ce processus-là. Nous avons des ressemblances pour ce développement-là de notre ville. La chance, la conciencia colectiva y los proyectos. La chance, la conscience, la chance qu'a été la violence. C'était la fin de la violence. En fait, dans le fait que la violence ait réveillé une volonté d'avoir de conscience citoyenne, bien sûr. La conciencia colectiva. La conscience collective également. Et le projet. Et des projets. Et le projet urbain. C'est ça que disait Alain Juppé hier. Oui, de nombreux projets urbains. Et de nombreux projets qui se déclinent en nombreux projets urbains. Je peux avoir votre réaction à tous les deux devant ce travail qui est considérable, somme toute. Vous êtes des architectes, des urbanistes, vous travaillez sur des tas de projets. C'est considérable, non? Ah oui, c'est une... Enfin, je ne connais pas bien le projet, mais de ce que j'en comprends, c'est un projet fantastique, énorme, et puis porté par les gens aussi. Je crois qu'il y a une chose importante, puisqu'en creux, la question que tu poses, c'est quel est le rôle des architectes dans la définition de la ville, de l'espace public. Définir les espaces publics, c'est un sujet très particulier. Je pense qu'il y a une relation au dessin qui doit faire en sorte que les choses puissent advenir. Je veux dire, on ne dessine pas des contraintes, on ne dessine pas des fonctionnalités, on dessine un espace disponible. Et ça, c'est très difficile à faire. Et je pense que dans ces villes, les structures urbaines, elles existent, il s'agit de les requalifier, mais on peut changer une ville complètement sur 20 cm d'épaisseur. Tu vas rendre les choses disponibles, ouvertes, ou séparer les flux. Enfin, je pense qu'il faut avoir, quand on parle ou quand on pense d'espace public, en tête que ce sont, encore une fois, des espaces qui durent longtemps, que les pratiques vont y être très différentes dans la durée. Quelquefois, il y a des ruptures fortes, comme on en parle à Medellín ou à Tunis. Quelquefois, ça se fait dans la durée et c'est long. Mais c'est vraiment une question de disponibilité. Je trouve. Un espace public, c'est un espace au sol et disponible. En fait, tu as vu l'échelle. Là, en l'occurrence, c'est considérable. Parce que l'échelle, ça, c'est les zones de projet dans tout Medellín. Au milieu, on voit bien la bande, l'espace central des espaces publics, mais il y en a tout autour. À un moment donné, ils essayent de tenir un peu tous les bouts, c'est considérable. Hier, par exemple, Jacques Herzog disait la cohérence, je ne sais pas. Si déjà on arrive à la beauté d'un fragment, on sera content. Tu penses quoi, toi ? Oui, c'est certain. Et puis, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle que la ville, elle échappe aux politiques, aux architectes et à tout le monde. Qu'elle ait une production collective. Je pense que sur le fond, c'est une bonne nouvelle. Ça ne nous dégage pas de nos responsabilités quand on intervient sur la ville. Ça ne nous empêche pas d'essayer de faire le meilleur projet possible. Et je pense qu'il faut inverser la machine dans cette histoire. Et quand on parle d'espace public, c'est la collectivité qui le fabrique. Nous, on n'est qu'un des déterminants qui accompagnons cette histoire. Et notre rôle doit être très modeste là-dedans. Il me semble. Youssef. Quand il parle de fragmentation, pour moi c'est une évidence, parce qu'il ne peut pas y avoir de cohérence puisque on pense chaque endroit est différent. Et chaque endroit, la collectivité. Bordeaux, c'est pas comme Marseille. Marseille, c'est pas. C'est-à-dire. Certes. C'est une évidence. Quand on travaille à une échelle aussi grande, donc c'est normal que les choses soient différentes. Parce que l'espace public, il est physique, donc il dépend aussi du climat. Quand on sort dehors, par exemple à Ouagadougou, les gens sortent dehors la nuit. Et c'est là où ils se sentent à l'aise.
Donc, il y a plusieurs paramètres. Il est physique, il est symbolique, il est économique, il est social, il est philosophique. Et donc, vous voyez combien de paramètres il y a. Donc, il suffit juste qu'un paramètre change pour que l'espace public prenne... Et à chaque fois, on essaye, avec les moyens qu'on a, d'affirmer quelque chose ou pour résister, par exemple. On utilise c'est le physique, c'est le symbolique qu'on utilise. À Mexico, on voit, c'est le côté économique qui apparaît. Donc, mais dans chaque espace public, il y a tout ça, puisque dans l'échange, il y a tout ça. Oui. Donc tu comprends la recherche par Medellín. Giovanna Spera dirige l'aspect central, mais la recherche par Medellín est une approche qui tienne à la fois l'aspect économique, la vie des citoyens, l'habitation, qui soit en quelque sorte global, comprends, en fait, parce que qui part d'une conscience. Oui, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Oui, parce que en fait, si j'ai bien compris ce qu'il disait, c'est que comme c'est un échange et il nous relie, il nous représente, donc il suffit des fois, par exemple, de nettoyer un endroit pour qu'on ait envie de s'asseoir. Ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que comme il nous relie, comme il nous représente, donc eux, c'est un peu à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils essayent d'arranger les espaces publics pour qu'à un moment donné, ils s'améliorent. Ça ne passe pas par des cassures, parce qu'il n'y a pas peut-être politiquement la possibilité de faire une résistance comme si c'est passé à Tunis après une dictature qui est vraiment sanglante et forte, qui a été aidée aussi par un autre espace public, en tout cas interface, qui est Internet. Mais donc c'est une autre façon, c'est-à-dire c'est une autre façon parce que c'est une autre citoyenneté. Donc, et donc l'espace public, il nous représente en fait. Et c'est quand il nous représente plus qu'on commence à... Bien sûr. Mais justement, moi, ce que je comprends de Medellín, on a peut-être compris la même chose, c'est qu'il cherche à avoir cette approche globale. Elle a parlé de conscience. Tu vois, d'abord, avant de réaliser le moindre trottoir ou espace partagé, c'est de faire passer, d'installer dans un débat avec la population une vision collective. Mais il passe par le concret, on va dire, par la ville pour changer eux-mêmes, ce qui est complètement différent par rapport à la résistance qui s'est passée à Tunis. C'est-à-dire qu'il y a une rupture. Giovanna va réagir. Si j'ai bien compris. Hein. Elle va nous dire. Giovanna, près du micro. A diferencia de lo que pasa en Túnez, no hacemos una revolución política, es que tenemos una sociedad degradada por un problema de la mafia, que es un problema además mundial, pero concentrado en una ciudad. Es una reconquista de la construcción de sociedad, es empezar primero por eso. Y esa sociedad degradada vive en un territorio fragmentado, completamente incomunicado por la misma geografía de la ciudad. Nous, ce que nous faisons, ce n'est pas une révolution, bien sûr. C'est exactement le contraire. Nous vivons dans une société dégradée, en réalité. Et nous faisons dans cette société... Sí, degradada por la mafia. Oui, dégradée par la mafia, pardon. Por el narcotráfico. Y en una ciudad fragmentada por su geografía, que no está comunicada. Tout ceci au sein d'une ville fragmentée due à la géographie de la ville. Donc je comprends que vous voulez reconstruire, Giovanna, c'est la société que vous voulez reconstruire. Sí, la sociedad y reconstruire el concepto de ciudad. Voilà. Reconstruire le concept de la ville lui-même, hein, c'est ça. Donc tu vois, le point de départ, ça rejoint ce que disait Marc tout à l'heure. C'est reconstruire une sorte d'existence ensemble, mais dans le concept, pour en avoir la même référence, qui est du surnaturel ou pas, mais pour avoir la même référence et en déduire des aménagements ensuite. Eso. Y luego se inducirán procesos de diversidad y ya de proyectos particulares arquitectónicos, obviamente diversos. Voilà, no estamos buscando una homogeneidad, no estamos hablando de un régimen absolutista, estamos hablando de unos gobiernos que vienen de la academia. ¿Sí?
Et ensuite, bien sûr, nous ferons dans la diversité, nous construirons dans la diversité. Nous ne voulons pas quelque chose d'absolutiste. Nous voulons vraiment... Mais ça sera une prochaine étape. Mais d'ailleurs, il y a des concours internationaux en ce moment, messieurs les architectes urbanistes. Mais Marc, vas-y, sur le fond. Oui, non, oui, ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans ce que j'entends, on touche à cette spécificité de l'espace public qui échappe toujours à tout le monde. C'est qu'il est tendu entre quelque chose de très pragmatique, parce que votre outil, un des premiers outils pour le transformer, c'est les transports, c'est-à-dire c'est de faire passer peut-être un tramway ou des bus, c'est-à-dire aller d'un point à un autre, vous en avez parlé, c'est-à-dire c'est des fonctions très pragmatiques et en même temps elles sont éminemment symboliques. Et c'est vraiment tendu entre un b.a.-ba très simple, comment je vais d'un point à un autre, par quel moyen technique, et en même temps, symboliquement, c'est hyper important. Et l'espace public, il me passionne pour ça. C'est parce qu'il est fait de tension entre quelque chose d'immédiat, de très concret, de très terre-à-terre, et il a une valeur symbolique éminemment forte, puisqu'on voit que c'est par là que sont passées des révolutions, c'est par là qu'une société se reconstitue, et c'est par là, même à Bordeaux, la reconquête des quais, c'était important pour la ville de Bordeaux. La ville a changé à partir de ces espaces publics. Vous voulez réagir? Non. Ce qu'a dit Marc, c'est une bonne... Mais enfin, je pense que son résumé est tout à fait colle à ce que vous avez fait, en effet. Sí, sí, lo ha resumido precisamente. Lo funcional y lo simbólico, los concursos públicos, que es una estrategia que tenemos para los edificios públicos, para las grandes intervenciones, nos permiten también llenar esos espacios de simbolismo y convertirlos en un referente y armar un tejido de ciudad también. Oui, c'est au travers de cette tension qu'il y a entre le symbolique et le concret, et au travers, nous, des concours que nous faisons, les différents concours qui nous permettent de développer les différents points de la ville au travers de cette tension. Oui, le symbolique est toujours à l'œuvre. C'est toujours cette recherche du symbolique. Mouna Zahiri. Ça ne marche. Oui, bon, c'est bon, ça marche. Donc, moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Giovanna. C'est juste une petite interrogation ou une petite remarque. C'est que, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle disait que dans ce projet-là de la ville de Medellín, c'est de faire intégrer le concept d'espace public au sein de la conscience collective. C'est bien ça ? Et donc, moi, justement, je me dis que intégrer un concept qu'on n'arrive pas encore totalement à définir, c'est une question très complexe. Par exemple, si je reviens à l'expérience tunisienne, c'est vrai qu'il y a eu conquête de l'espace public, mais ce qui se passe là depuis 3 ans, c'est aussi une interrogation sur ce qu'est un espace public, ce qui est permis ou pas. Quel rôle il doit jouer, quel rôle il ne peut pas jouer, la question de la permissivité, la question du contrôle aussi de l'espace public, et aussi la question culturelle. C'est-à-dire que elle a parlé aussi de symboles, mais est-ce qu'on va intégrer des symboles? Mais si on va les intégrer aujourd'hui, nouveaux symboles, c'est-à-dire qu'ils n'auront de profondeur ou ils n'auront de poids que dans 50 ou 100 ans, mais pas enfin un symbole fort. Si vous deviez en choisir un aujourd'hui, ce serait quoi? Le symbole de la Tunisie, vous voulez dire? Dans Tunis, pour les espaces publics, qu'est-ce qui manque? Une place? Il manque une place. Par exemple, nous, on n'a pas de place publique, on n'a pas de lieu de rencontre et d'échange. Et c'est pour ça que la jeunesse tunisienne s'installe sur les terrasses de café. Là, les projets, il n'y a pas de projet urbain. Ça n'entre même pas dans l'action politique, ça n'entre même pas dans les projets électoraux. Ce qui se construit, ce sont les salons de thé, les restaurants, les terrasses de café. Il y en a partout. Et ces terrasses-là débordent aussi sur l'espace public. Et donc, nous, on a un manque de ça. Mais si, par exemple, on va demander ce qu'est un espace public et soumettre cette question-là à un échantillon de 100 personnes, je suis sûre qu'on va avoir 100 réponses différentes. Certainement. Et c'est pour ça Youssef dit que c'est spontané, de toute façon. Oui. Aujourd'hui, vos terrasses, elles jouent le rôle d'espace public. C'est ça. Parce que même quand on a une esplanade et qu'il y avait une terrasse de café, petit à petit, cette terrasse de café déborde sur l'esplanade et on n'a plus d'espace piétonnier. Et c'est pour ça que moi, je réfléchis quand elle disait concept d'espace public. Est-ce vraiment aussi facile que ça de l'intégrer dans la conscience collective? Et est-ce que cette question peut être résolue en faisant justement des projets architecturaux diversifiés?
Est-ce que cette diversité dans les projets architecturaux va résoudre ou va faire émerger un espace public qui est partagé, qui est espace de rencontre et de rassemblement? Moi, j'ai compris que c'était la conséquence. Yo Oui. quiero poner un ejemplo. Hace 10 años en Medellín nadie sabía qué era hacer un picnic. O sea, quiero ponerlo, es para que entiendan la dimensión de nuestra realidad, que es completamente diferente. Moi, je voudrais vous donner un exemple. Je voudrais donner un exemple pour que vous compreniez bien notre réalité. Il y a 10 ans de ça, les gens de Medellín ne savaient pas ce qu'était faire un pique-nique. Quiero concluir con eso, o sea, es otra realidad. No podemos pretender cuando una ciudad es violenta, hay fronteras invisibles que dividen el territorio, aparte de las visibles. Empezar a hablar del concepto de lo público, no de espacio público, sino de lo público como bien colectivo, es importante. Je voudrais terminer avec ça, à savoir que quand une société est violente, quand il y a des frontières invisibles, développer le public, développer l'espace public, le concept d'espace public, c'est quelque chose de fondamental et d'important. El concepto de lo público, no de espacio, sino de lo público. Ah, alors même pas d'espace, le concept du public en soi est fondamental. Y eso es lo que hemos llamado cultura ciudadana, que después, en 20 años, digamos, no más, pero apenas estamos entrando. Et c'est ce que nous avons appelé culture citoyenne. Et nous commençons à peine ce travail-là. Oui, extraordinaire. Bravo. Moi, j'ai la même envie que vous. Est-ce que, après vos applaudissements, vous avez envie de poser une question ou d'intervenir? Oui, il y a une question là, derrière. Je ne sais pas qui tient le micro. Hugo est là. Superbe. Merci, Hugo. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce débat très intéressant. Je viens de Beyrouth et on a un grand paradoxe à Beyrouth, c'est qu'on a le plus grand jardin public, je dis public entre guillemets, c'est-à-dire qu'il appartient à l'État, est fermé. Et ce, parce que l'État n'a pas confiance aux citoyens, ne donne pas de confiance aux citoyens. Et ce aussi parce que les citoyens ont aussi un peu peur les uns des autres. Ma question c'est, est-ce que l'espace public crée la confiance ou est-ce que c'est la confiance qui crée l'espace public? Où est-ce que ça commence? Est-ce qu'on doit ouvrir des espaces publics pour que les gens commencent à parler ensemble ou est-ce que c'est une éducation au public qui permettra d'ouvrir des espaces publics? Alors, qui a envie de réagir ou de répondre? Yeah. On parle de Beyrouth, on se tourne vers Youssef, mais la réponse peut venir de Medellín, hein, mais... Si tu veux. Moi, je crois que vous avez la réponse, Giovanna. Yo no sé dónde empieza una cosa o la otra, hay que hacer las dos al tiempo. Nosotros le apostamos, por ejemplo, en ese proceso, a tumbar los muros que rodeaban los espacios públicos, entre comillas. Tumbamos. Con rechazo. Pas trop long que le traducteur. Je ne sais pas bien où commence l'un et où s'achève l'autre. Nous avons commencé simplement par faire tomber les murs qui entourent les espaces publics. Nous avons commencé comme ça. Youssef Temé. Ouais, en fait, ça dépend des opportunités. C'est encore... on ne peut pas généraliser. C'est-à-dire que, vous savez, pour qu'un échange se crée, on n'est jamais... Qui a pensé que le printemps arabe aurait pu exister? Personne. Personne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui commence par 2, 3 échanges, par une idée. C'est comme le projet urbain ici, à Bordeaux. C'est-à-dire, il commence par une idée, et puis qui circule, qui prend forme, qui devient collective. Voilà. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que, et puis des fois, il y a un espace comme ça qui nous... l'exemple de miroir d'eau, et puis ça crée des liens. On ne s'attend pas. Puis on voit quelqu'un danser à côté, puis on danse, et puis on discute avec lui.
heureusement qu'on ne sait pas, en fait, j'ai envie de dire, ce qui fait l'espace public. Parce que c'est ça qui crée... Si, si, tu le définis très bien, on sait. Je le définis, mais le reflet de la société, oui, on le sait. Moi, je le définis, mais je ne sais pas qu'est-ce qui le fait. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est parce que ça revient à dire on sait faire une ville idéale. Mais non, la ville idéale aussi, elle change. Parce que les gens changent, les paramètres changent, les envies changent. Et donc, c'est ça qui est intense et important. C'est que on ne sait pas, et tant mieux. On n'a pas la méthode, tu veux dire on sait ce qu'on sait. Exactement, c'est pour ça. C'est exactement pour ça que toute l'exposition porte sur ça. Porte sur ne cherchez pas ni une image ni une forme. Ce qui est espace public aux États-Unis, c'est le mall. Alors qu'en France, c'est pas le mall. Donc, c'est pour dire que c'est au-delà de ça. C'est vraiment quelque chose qui se passe et qui nous dépasse et qui devient collectif et qu'on a envie de faire à un moment donné. Est-ce que c'est le contexte qui le crée ou est-ce que c'est une écriture ou une lecture ou quelque chose, ça vient de l'extérieur, de l'intérieur? Tant mieux parce que... Et là, on a deux exemples. Et là, on a deux exemples très différents, n'est-ce pas? Oui, je veux juste rajouter quelque chose. Ça veut dire, c'est en ça que c'est intéressant la ville. C'est qu'on ne sait jamais, on a les paramètres, mais on ne sait jamais si ça vit ou pas. Parce que si ça prend ou pas. Jamais. Avant? Non, même maintenant. Non, je veux dire, avant de le faire. Ah, avant de faire, oui, bien sûr. Et c'est en ça que c'est intéressant. C'est que c'est tous ces paramètres-là, mais c'est comme le corps humain. On sait comment il fonctionne, mais on n'est jamais sûr si ce médicament-là le perturbe ou pas. Et ça devient du spécifique. Oui, oui. Voilà. Et dans le cas de Beyrouth, tu as un point de vue sur le cas particulier? Moi, dans le cas de Beyrouth, c'est parce qu'il n'y a pas de vision. C'est qu'ils n'osent pas l'ouvrir parce qu'ils ont peur. Ils savent, à mon avis, ce qui va se passer. C'est une tension entre les communautés qui peut ressurgir dans cet espace public. Les gens le sentent, le gouvernement le sent. Et comme en plus c'est un parc, donc c'est caché. On peut se cacher derrière les arbres, derrière. Donc, si vous voulez, moi je sais tout à fait ce que peut engendrer dans une tension en ce moment. Par contre, si on est dans un état d'apaisement, c'est l'idéal de l'ouvrir. C'est une façon de répondre à la question, en effet, je pense. Vous voulez réagir, Mouna, non, à cette question? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Hugo est toujours là avec le micro. Non. Alors, pour terminer, si vous voulez, parce que l'heure a tourné, on va arriver à la fin du débat. Marc a commencé à en parler tout à l'heure. C'est la responsabilité des architectes et urbanistes. Tu dis elle est relative, et Youssef, c'est ce que tu dis aussi. Votre rôle? Oui, c'est d'accompagner ou de stimuler. Avec peut-être deux mots qui peuvent résumer pour moi l'espace public et qui sont antinomiques, c'est permanence et indéterminé. L'espace public, il est fait de permanence, puisque à partir du moment où on a dessiné, c'est très rare qu'un espace public soit changé, ou, voilà, sauf phénomène violent, mais enfin en général, encore une fois, les lieux de mobilité, si on parle d'espace public comme ça, où les places restent, et en même temps c'est parfaitement indéterminé. Moi j'aime bien cette idée que c'est ce qui est indéterminé qui dure. Et je crois que c'est à partir de l'espace public qu'on peut penser d'une certaine manière, y compris même l'architecture un peu autrement. Parce qu'on se pose des questions de flexibilité aujourd'hui en architecture, puisque ça bouge, on voit que le monde bouge, évolue très vite. Et penser que c'est l'indéterminé qui dure, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Youssef? C'est quoi pardon? Quelle est la question? Oui. La question, c'est la responsabilité, ta responsabilité comme architecte quand tu dessines, quand tu travailles dans ce débat sur l'espace public et le rôle de l'espace public. Comment tu vois ta responsabilité? Ma responsabilité, c'est de représenter l'écoute. Si je peux me tromper, parce que l'espace public ne correspond pas aux gens qui vont habiter. C'est ça. Et vous imaginez, c'est-à-dire c'est dangereux et c'est une grande responsabilité. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que
quand on écoute la société, on essaye de comprendre les paramètres économiques, tout ça. Le lieu, la géographie, on voit les gens et tout. On a envie qu'ils s'identifient dans cet espace public. Donc, je pense que ce qu'on disait, c'est que la responsabilité, elle est grande parce que c'est là où on peut échanger avec l'autre. Et en fait, c'est la base de la société. Donc, mais la responsabilité, on a beaucoup dit qu'elle portait sur beaucoup de collectifs, sur le pouvoir politique, etc. Mais celle de l'architecte précisément, on le dessine et on le construit. C'est-à-dire que c'est physique. Et donc, si c'est physique, la responsabilité, elle est... moi, en tant qu'urbaniste ou en tant qu'architecte, parce que c'est différent. Parce que si on fait de l'urbain, c'est ce qu'il y a entre les choses. Ouais. C'est ce qui relie les choses. Ouais, ouais. Donc, c'est ce qui... par exemple, fait qu'on veut permettre un échange de se produire, qu'il y ait une mixité. C'est toujours la même chose. Pour moi, on tourne autour de la même chose, qui est, on veut que cette société puisse s'épanouir et en même temps échanger. Tu es d'accord avec quand Marc parle d'indéterminé? Mais l'indéterminé, c'était un bon exemple par rapport à je ne sais plus qui disait ça, mais je pense que il y a, quand on conçoit un nouvel espace public, c'est là où on pense tous ces paramètres. Mais l'indéterminé, ce qui est intéressant, c'est qu'il est neutre des fois. Et donc, on peut se l'approprier. Et il y a des fois des places comme ça délaissées, et on arrive et on en fait un espace public. C'est parce qu'on n'a pas pensé à tous ces paramètres qui peuvent fâcher les uns et les autres. Et c'est un état qui est existant, et c'est un état de fait. C'est pour ça qu'il peut devenir espace public, parce que personne ne le conteste au niveau du symbole. Ça rejoint ce que tu disais. On respecte la permanence de ce qui est là, mais on est relativement indéterminé dans l'approche. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, tu poses la question des architectes, puisque en gros, on est architecte, mais il faut voir que l'espace public n'est pas déterminé que par les architectes, loin de là. Il y a des ingénieurs qui interviennent, et souvent, les transports, les ouvrages, les infrastructures sont dessinés par des ingénieurs, quelquefois séparément. Ça peut être des paysagistes, ça peut être des architectes, des aménageurs, donc il y a une multitude de savoirs qui interviennent. Alors évidemment, quand tout ça travaille en collaboration et que ça se croise et que les échanges se croisent, on a plus de chances de réussir. Mais ce n'est pas le lieu d'une autorité professionnelle. Et ça, c'est intéressant aussi de le noter. En effet. Contrairement peut-être à l'immeuble et à la maison. Contrairement au bâtiment, oui. Au bâtiment, oui. Mouna, donc vous n'êtes pas architecte pratiquante, vous êtes en train de finir votre thèse simplement. Vous avez fait avant tout de la recherche. Qu'est-ce que vous pensez quand même de ce rôle? Alors évidemment, la Tunisie, Tunis en sont encore au stade d'un processus non abouti. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes dans le processus où politiquement les choses ne sont pas stabilisées, donc où la volonté collective ne s'exprime pas encore véritablement. Mais quelle place aujourd'hui pourrait avoir un architecte ou un urbaniste dans le processus actuel? Moi, je dirais d'abord que s'il n'y a pas de vraie volonté politique à faire bouger les choses, le rôle de l'architecte, de l'urbaniste, du paysagiste sera vraiment très limité, pour ne pas dire inexistant. Et sinon, comme vous le disiez, c'est pas que l'architecte qui va faire l'espace public. Il y a vraiment la collaboration de plusieurs corps de métier, de plusieurs compétences. Mais sinon, moi, je pense que l'un des rôles primordiaux de l'architecte et de l'urbaniste dans l'espace public, c'est d'assurer justement la partageabilité de cet espace-là et donc de s'intéresser à tout ce qui est sensible. S'intéresser aussi aux ambiances, des choses sur lesquelles moi je travaille sur les ambiances urbaines. Et quand je dis ambiance urbaine, il faut penser partage du sensible. Et donc là, penser aux interactions entre les différents usagers, penser aux odeurs qu'on peut sentir, penser au toucher, à tous les sens, à toute cette interaction qui peut exister entre les différents usagers et qui, mine de rien, fait le partage de cet espace-là. Ce qu'on appelle l'ambiance, c'est ça? Oui, vous appelleriez l'ambiance? Oui, oui, les ambiances. Qu'en pense Giovanna Spera? Hay una cosa con el arquitecto. El arquitecto es un técnico
al servicio de la solución de problemas técnicos, pero también es un pensador, ¿no? Entonces tiene esa dualidad y ahí es donde a veces se desequilibra y se rompe la tensión. L'architecte, c'est un travail qui a une certaine dualité, disons. L'architecte est une personne qui va résoudre des problèmes techniques, mais c'est aussi un penseur. Sí. Es capaz de pensar en la complejidad. El arquitecto es capaz y debe ser capaz de pensar en la complejidad de las diferentes escalas hasta llegar a la escala del proyecto. Yo he hecho proyectos hasta la solución técnica, pero soy capaz de pensar en esa escala y es un trabajo de equipo, como lo decía Michel. L'architecte doit penser à différentes échelles dans le projet. Il doit arriver, pour déboucher bien sûr, à la réalisation technique du projet. Que es capaz de pensar en la complejidad. Il est capable de penser la complexité. Bueno, y todo es indeterminado, estoy de acuerdo con Michel. Los grandes espacios y los grandes edificios son aquellos que son capaces de transformarse con el tiempo, porque indeterminada es la vida, o sea, es la condición humana indeterminada propia, y así es la arquitectura, debe ser. Et je suis d'accord avec Michel. Tout est Qui est indéterminé. Marc, c'est pas grave. C'est Marc. Ah, Marc. Pas grave, c'est pas grave. Marc, pardon. Et tout est indéterminé. Et je pense que ces grandes constructions, ces grands édifices sont ceux qui sont capables de traverser le temps. Non, non, mais c'était pour avoir la totalité de la traduction de ce que vous aviez dit. Mais on a compris l'essentiel, effectivement. Écoutez, je voudrais vous remercier. À moins que vous vouliez ajouter quelque chose, je pense qu'on a eu un exemple formidable de la diversité de ce que ça voulait dire de reconquérir l'espace public, notamment dans les situations. Je crois qu'on peut vous applaudir toutes les deux, et particulièrement Medellín, bravo. Bravo, bravo.